Qui, celui que l'on jalouse un peu, le bobo, se soucie davantage de son corps que de son héritage, préfère les légumes de saison à la friture, boit de l'eau gazeuse et non des sodas, privilégie l'être à l'avoir. Le bobo, c'est tout ça, et aussi son contraire. Mais au fond, peu importe, invoquer le bobo, c'est demander un peu de respect, chacun étant bien entendu le bobo de quelqu'un d'autre. Dans l'imaginaire collectif, le bobo cycliste habite le centre-ville, dans ces quartiers autrefois populaires où l'on trouve désormais des magasins de décoration, des écoles privées et où les gargotes d'antan se sont transformées en restaurants trop chers et pas bons. Dans ces quartiers point de culture automobile, lorsqu'un guide assure qu'il va devoir changer de plaquette la semaine prochaine, on l'imagine atteint d'une maladie grave du sang. Le bobo cycliste, soucieux de l'avenir de la planète, voudrait imposer son mode de vie aux autres. Individualiste et bien pensant, il serait parfaitement incapable d'imaginer ce que subissent les personnes qui vivent loin et sont obligées de prendre leur voiture tous les jours, ainsi de véhicules du pauvre. Le vélo du bobo devient par un extraordinaire renversement de situation un véhicule de riche. Comme les autres poncifs, le vélo du bobo ne dit rien d'autre que le message suivant: cet objet est fait pour les autres, pas pour moi. Bonjour, Olivier Razemont, je suis journaliste. Je tiens le blog L'interconnexion n'est plus assurée sur le site du Monde. Et j'ai écrit Le pouvoir de la pédale. Très souvent, quand on réfléchit au transport, quand on essaie d'organiser un peu son secteur d'activité ou son mode de vie aussi qu'est le transport, on réfléchit très souvent à des choses compliquées, coûteuses. On imagine des nouvelles infrastructures, on imagine des nouvelles propulsions révolutionnaires, des applications qui vont tout changer, etc. Et on oublie généralement un moyen de transport simple, fiable, robuste, pas cher, pas polluant, pas coûteux pour la collectivité. Ce moyen de transport, c'est le vélo. Et c'est assez étrange, il est complètement sous-utilisé aujourd'hui, notamment en France, alors qu'on pourrait imaginer que 25 à 30% des trajets de moins de 5 km pourraient se faire à vélo, et bien en fait aujourd'hui c'est seulement 2%. Ça donne, quand on se déplace à vélo régulièrement, quotidiennement, et quand on a... et d'ailleurs, quel que soit au départ, c'est amusant, parce qu'on sent forcément un point de vue idéologique sur ce sujet au départ, on s'aperçoit vite qu'on a une autre conscience du monde. On a une conscience d'abord... donc on ne voit pas l'économie de la même manière, encore, on a un rayon d'action plus limité. Et puis, quand on se déplace à vélo, on est en phase en permanence avec la météo, avec le temps qu'il fait. On fait la différence entre une petite pluie et une grosse pluie, on fait la différence entre un peu de vent et beaucoup de vent, on fait la différence entre une journée ensoleillée où il fait très froid et une journée ensoleillée où il fait pas si froid. On est dans un écosystème, on sait d'où vient le vent, on sait d'où viennent les nuages. Et donc, on a une conscience plus grande probablement à terme, sans forcément l'avoir cherché, du monde dans lequel on vit en fait. On n'est pas simplement une sardine dans une boîte. Alors aujourd'hui, l'économie du vélo, en fait, elle est basée sur plusieurs piliers assez différents. C'est pas une économie massive, c'est-à-dire il n'y a pas des constructeurs de vélos qui sont cotés en bourse, etc. Mais par contre, il y a toute une série d'éléments qui finissent par former une économie assez diffuse. Il y a d'abord évidemment quand même ces fameux constructeurs, il y en a quelques-uns qui sont encore en Europe aujourd'hui. Il y a les réparateurs bien sûr, il y a tous les accessoires qui sont également vendus dans les magasins, dans les boutiques, dans les villes. Et puis il y a une autre économie qui est constituée par les commerces, les petits commerces de proximité qui ne vendent pas nécessairement d'ailleurs des choses qui sont liées au vélo, mais simplement quand on se déplace à vélo, on se fournit, que ce soit d'ailleurs en alimentaire ou n'importe quel autre produit, dans un rayon qui est beaucoup plus proche que le rayon qu'on utilise en voiture. Et donc on ne va pas chez Carrefour ou chez Auchan, ou beaucoup moins en tout cas, et on va se fournir dans les magasins de proximité. Donc le vélo est très bon pour l'économie locale. Et puis il y a un troisième pan également très important, qui est celui de la santé. C'est-à-dire que le vélo permet d'économiser des dépenses de santé. On s'aperçoit que les gens qui se déplacent à vélo, évidemment toutes choses égales par ailleurs, mais à la fin de leur vie, auront moins eu recours aux hôpitaux et aux médecins que ceux qui ne se déplacent pas à vélo. Et donc on a une économie diffuse qui est difficile à quantifier. Et au niveau européen, on l'a un jour quantifié
quantifié à plusieurs centaines de milliers d'euros aussi, mais là aussi, de milliards d'euros, pardon. Mais c'est difficile là aussi de le quantifier. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est une économie largement locale, non délocalisable, et des emplois qui ne sont pas délocalisables, parce qu'évidemment les magasins de proximité, les réparateurs, les fabricants, etc., tout ça, ça nécessite, c'est une économie très souvent de services et pas uniquement de production, donc c'est pas délocalisable. Et puis c'est également beaucoup moins financiarisé. En fait, le retour du vélo en ville a précédé l'arrivée des vélos en libre-service. C'est pas souvent dit comme ça dans les villes, parce qu'évidemment on est très fiers de ces Vélib, Vélib et autres, mais en réalité c'était avant. Et bien sûr, ça a accéléré la pratique, ça a remis des vélos dans la ville, donc ça a montré qu'on pouvait se déplacer à vélo dans la ville, mais le système est ainsi fait qu'il est aujourd'hui très coûteux pour la collectivité, pour des raisons d'opportunité, c'est-à-dire que souvent les collectivités ont décidé de proposer la location de ces vélos à des prix très modiques, du type 30 € par an. 30 € par an, c'est un prix extrêmement faible pour un moyen de transport. C'est même pas le prix d'une paire de chaussures amortie en quelques années. C'est vraiment un prix extrêmement faible. Il n'y a pas de moyen de transport aussi peu cher que le vélo libre-service pour l'utilisateur. Par contre, pour la collectivité, c'est très cher. Et c'est très cher, alors ça dépend quel que soit le système, soit si c'est en régie, soit si c'est par l'intermédiaire de contrats de publicité qui sont échangés contre la fourniture des vélos libre-service. Et donc, du coup, c'est un système qu'on peut tout à fait défendre. On peut très bien dire, bon, bah, très bien, c'est le rôle de la collectivité de mettre en place des systèmes qui lui coûteront très cher mais qui seront bénéfiques pour la population. Mais on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi les VLS ont eu un succès monumental en France, alors que ils ont eu un succès international aussi, mais dans les pays où on se déplace à vélo, dans les villes où on se déplace à vélo, Pays-Bas évidemment, au Danemark, en Italie, en Allemagne, le VLS est quelque chose d'un peu accessoire, c'est pas l'essentiel de politique vélo. Malheureusement, beaucoup de villes en France ont considéré, au moment où il y a eu une sorte de vogue des vélos libre-service, pour les municipales de 2008 c'était le cas, ils ont considéré que ça suffisait. Ben voilà, regardez, on fait du vélo. Et dans beaucoup de villes encore, c'est considéré comme ça. On est seulement en train de se rendre compte maintenant que le développement d'une politique cyclable, c'est pas seulement un vélo libre-service, c'est aussi à certains endroits des aménagements, à d'autres endroits des désaménagements, partout une baisse de la vitesse motorisée, des arceaux pour pouvoir garer son vélo, des endroits, des locaux sécurisés pour pouvoir garer son vélo. Et c'est pas seulement le VLS. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer. Effectivement, il y a 2 villes qui ont annoncé qu'elles supprimeraient probablement leur service, Pau et Valence. On y réfléchit dans d'autres villes aussi. Probablement, c'est ce qui va se passer, elles vont supprimer. Il y a d'autres endroits où ça va se maintenir. Et puis les villes qui auront compris que le vélo c'est un système et pas juste un gadget, eh ben, elles continueront, mais autrement, en donnant une plus grande ampleur à la politique vélo au sens large. Le transport, de manière générale, est un système. Il n'y a pas un moyen de transport qui serait unique dans la ville. La ville de Paris fait une erreur complète en croyant qu'Autolib est un système totalement imperméable aux autres. Au contraire, tous les moyens de transport se répondent, il y a des choix qui sont faits entre tel ou tel moyen de transport par tous les usagers. Le plus important étant qu'on réfléchisse à pourquoi et comment les gens vont se déplacer à vélo. On peut utiliser un vélo en libre-service de manière très ponctuelle parce qu'on est par exemple de passage dans une ville. On peut l'utiliser également quand on a son propre vélo, mais de temps en temps pour tel trajet parce qu'on est venu en métro ou en tramway et que voilà, on n'avait pas prévu, mais tiens, on va prendre un vélo pour rentrer. Donc c'est complémentaire du reste. Je pense que ça n'a rien à voir avec le prix du pétrole, qui de toute façon n'augmente pas. C'est-à-dire que quand on regarde le prix à la pompe, le prix d'essence à la pompe est inférieur aujourd'hui à ce qu'il était il y a 30 ans. Contrairement à ce qu'on imagine en termes de revenus. En termes de pouvoir d'achat. En termes de pouvoir d'achat, ça fait. Mais non, il y a eu depuis mars 2014 en France, après les élections municipales, une tentation d'un certain nombre d'élus de dire ben oui, la voiture doit revenir en ville. Avec, à mon avis, 2 raisons de fond. Une qui est le constat que les villes ont tendance à mourir aujourd'hui, que les centres-villes se périclitent, que les commerces de centre-ville sont en difficulté. Et donc il y a eu un réflexe qui est de dire ah bah il faut que les gens puissent venir en voiture parce qu'il y a toujours cette idée qui est très ancrée, qui est fausse mais qui est très ancrée, sur laquelle les automobilistes seraient les gens riches et les autres qui se déplacent à pied ou à vélo seraient les gens pauvres.
Et puis, donc ça c'est ils ont un peu péché par ignorance. Et puis il y a une autre raison pour laquelle ils ont fait ça. Donc on a constaté ça dans pas mal de villes. Hein. Les premières villes à l'avoir fait, c'est Béthune et Thionville, mais après il y a eu Roubaix, il y a eu Reims, il y a eu Angoulême, Chambéry, Angers, etc. Des villes soit alors de diverses manières. Toulouse, on a décidé soit de décider que le stationnement serait gratuit, soit qu'on pourrait construire un nouveau parking. On a décidé qu'on allait supprimer des zones piétonnes. À Auray, on fait ça aussi, à Saint-Étienne. Ou alors on a supprimé les pistes cyclables, à Pau par exemple, à Thionville. Et puis, donc il y a une autre raison, qui est une raison purement politique, qui est les maires qui étaient élus voulaient faire le contraire de ce qu'avaient fait les autres. Et un maire, en fait, a des pouvoirs très limités sur la vie des gens. Il n'a aucun pouvoir concernant l'économie. C'est à très long terme, éventuellement. Enfin, son seul pouvoir, c'est de créer des nouvelles zones commerciales dont on n'a vraiment pas besoin aujourd'hui. Et il a un pouvoir très limité en matière de logement. C'est des choses à très long terme là aussi. Et c'est une demande très forte de la population, mais c'est en tout cas... Par contre, en matière de circulation et de transport, quand il y a des gens qui lui disent comme ça « Ah mais monsieur le maire, vous savez, vous se garez », c'est quelque chose à laquelle il est finalement facile de répondre par une petite mesure comme ça qui n'a pas l'air de coûter cher, qui a l'air complètement anodine, en disant « Ah bah oui c'est vrai, vous avez raison, on peut se garer, on n'a qu'à décider que le stationnement maintenant est gratuit, et que, etc. » Sauf qu'à mon avis c'est une énorme erreur, parce qu'on oublie quand on fait ça, on imagine que les gens vont tous venir sagement s'installer, prendre la place gratuite pour venir consommer abondamment au centre-ville. Sauf que quand on est au volant d'une voiture et qu'on a la possibilité à la fois d'aller partout, de se garer partout gratuitement, et ben on fait tout et n'importe quoi avec sa voiture. C'est-à-dire qu'on la plupart du temps on traverse la ville sans s'y arrêter, et puis quand on s'y arrête, c'est parfois sans se poser la question, et si on ne trouve pas de place, on va se mettre sur un trottoir, et donc on étouffe la ville avec la voiture. Et ça, manifestement, un certain nombre de maires n'ont pas compris ça. Et pourtant, quand on regarde les villes qui aujourd'hui en Europe sont les villes les plus actives, les plus dynamiques, où non seulement les commerces de centre-ville, mais aussi les commerces de quartier sont les plus marchent le mieux, et ben c'est des villes où il y a moins de voitures et plus de vélos. À Lyon, il y a plusieurs tendances qui s'affrontent, mais enfin, en même temps, c'est un petit peu pas partout. Lyon, c'est beaucoup gargarisé il y a 10 ans de la mise en place des vélos. Ils ont regardé, on est la première ville à le faire. Ça a un peu servi de carte d'identité comme ça, de laisser passer à Lyon pendant des années. Colomb était très fier de ça, elle répétait partout. Mais ça ne suffit pas. Et il y a une méconnaissance manifestement concernant tout ce qui est double sens cyclable. Ils n'ont manifestement pas compris que d'abord c'était pas dangereux et que c'était aussi bénéfique au déplacement à vélo. Donc il y a une sorte d'hésitation un peu de la municipalité. Il y a des gens qui ont très bien compris ça parmi les élus, et d'autres qui l'ont beaucoup moins bien compris. Donc bon, c'est pas totalement inattendu, mais quand on regarde ce que font des villes où il y a une volonté manifeste, il y en a une à gauche et une à droite, c'est simple, hein, il y a Strasbourg et Bordeaux, et ben ces villes-là, les maires en question, et les équipes, et les techniciens, et les élus, etc., ont compris que le vélo était un moyen de transport et que c'était bénéfique pour la ville, et non seulement pour l'image de la ville, mais aussi pour l'activité de la ville, en fait, pour l'animation de la ville. Merci Olivier Rasmont. Plaisir.